Bonjour à tous et bienvenue dans Talent et Carrière, votre émission dédiée au monde du travail. Cette semaine au programme, faut-il forcément changer de travail quand on veut gagner plus? C'est la question à laquelle on va répondre avec nos 3 experts de la semaine. Alors, avec nous, Nadia Marouani, vous êtes coach de dirigeants, fondatrice de Skills, le podcast, et Alizé Cerullo, Head of Customer Experience chez Talent. On dit Talent ? Talent, ok, Talent, donc le leader européen en matière de technologie RH à destination des entreprises. Et puis Arnaud, vous êtes à nouveau avec nous pour cette émission. Arnaud Zegerman, donc sociologue, cofondateur de l'Institut Via Voice. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour cette émission. Alors, faut-il justement forcément changer de travail quand on veut gagner plus, Nadia? Aujourd'hui, on entend souvent que pour gagner plus, il faut forcément changer d'entreprise. Est-ce que c'est un mythe ou pas? Alors, la valeur changée d'entreprise, on gagne plus. D'ailleurs, il y a des chiffres qui le prouvent. Aujourd'hui, un cadre qui change d'entreprise va gagner en moyenne 14% sur son salaire. Versus quelqu'un qui évolue en interne, il va gagner 6,5%. Donc, quand on regarde changer, oui, mais est-ce que ça va se changer de façon assez récurrente? Est-ce qu'on va évoluer de façon récurrente? Non, parce qu'aujourd'hui, on voit que 77% des cadres qui évoluent en interne vont avoir une augmentation, contre 57%, ceux qui vont rester figés dans leur poste, en fait, ne vont pas évoluer au niveau du salaire. Donc, ce qui est important, c'est de ne pas rester invisible. En fait, il faut bouger, soit en interne, soit en externe, c'est ça qui va déclencher en fait une revalorisation du salaire. Donc le mouvement est important. Oui. Alizé, vous évoquez justement aussi l'importance de la clarté dès l'entrée de poste pour les entreprises qui doivent justement définir dès le départ les perspectives d'évolution. C'est important ça encore. Exactement, c'est important que les RH aient une définition claire de l'évolution de carrière et de la rémunération pour les collaborateurs dès l'entrée en poste et qu'il y ait également un suivi de la performance au fur et à mesure des années passées dans l'entreprise par les managers via des performances annuelles, mi-annuelles, etc. avec les collaborateurs dans lesquels on va pouvoir évaluer un petit peu leur évolution, leurs envies, les formations, les besoins de formation ou de changer de poste, etc. Alors, je vous propose déjà un petit peu de dézoomer ce sujet avec la notion de gagner plus. Arnaud, qu'est-ce que ça veut dire gagner plus? Est-ce qu'on parle forcément d'argent? Alors non, effectivement, ça, gagner plus, on pense spontanément à l'argent, mais il y a plein de dimensions dans le travail, dans le salaire. Bien entendu, vous le savez, je ne vous apprends rien, les personnes aujourd'hui en poste se posent plein d'autres questions que le salaire. Il y a aussi le mode de vie, il y a aussi l'alignement entre les valeurs et ce qu'on fait. Il y a aussi l'arbitrage entre le pro et le perso. La dimension personnelle est devenue quelque chose de plus important qu'avant dans le travail. Pour des raisons simples, c'est que nos modes de vie ont changé. Un élément tout simple, un quart des familles aujourd'hui sont des familles monoparentales. Quand vous êtes une famille monoparentale, vos contraintes ne sont pas les mêmes. Donc effectivement, la négociation, elle peut se faire sur le salaire, elle peut se faire sur les horaires, elle peut se faire sur le télétravail. Donc il y a plein de dimensions sur lesquelles on va devoir travailler autre que le salaire. Oui, parce que ce qui est intéressant, c'est cette notion de gagner plus, donc argent, hein, là on l'a évoqué tout de suite, c'était la première chose qui nous vient à l'esprit. Mais effectivement, dans les négociations, si on doit rester, pas forcément être dans le mouvement et rester dans l'entreprise, on peut essayer de négocier autre chose qu'une augmentation de salaire. Qu'est-ce qui est, au-delà de ce que vous avez dit et que vous avez évoqué, est-ce qu'il y a d'autres dimensions qui sont importantes? Est-ce que par exemple la montée en compétences, d'avoir peut-être une meilleure formation ou peut-être éventuellement la vie, vous évoquez la vie perso, la vie pro, ou avoir un autre titre? Est-ce que c'est gagner plus aussi que d'avoir un titre un peu plus important, une autre responsabilité? Alors c'est vrai que gagner plus aujourd'hui, c'est la première cause d'un départ d'une entreprise, surtout avec l'inflation qui est... Là on parle de salaire, là, oui, vraiment. Salaire, okay. Voilà. Et ensuite, la deuxième raison, évidemment, c'est de se dire comment en interne, toujours d'être dans le mouvement, parce que rester figé au même endroit, c'est ça, en fait, on rentre dans l'auto-sabotage. On peut croire qu'être fidèle à son entreprise, c'est une façon d'être fidèle à son entreprise, mais là on est dans de l'auto-sabotage, on subit quelque part sa position. Ce qu'on peut faire en interne, c'est de se dire, ok, comment je vais être visible dans la valeur que j'apporte? Je monte en compétences, dans des compétences qui sont rares ou en tension. Donc là, je développe en fait ma valeur aux yeux de mon management. Et aussi, je vais rechercher en interne, au-delà du salaire, s'il y a l'ambiance qui est importante, l'équilibre pro-perso que je vais retrouver, est-ce que je vais avoir du télétravail? Et tout ça, ça a une valeur. Quand on part d'une entreprise, on se dit, bon, je vais gagner plus, donc je vais avoir plus 15%, donc je pars. Et on a tendance
tendance à ne pas connaître aussi ce qui peut être caché derrière, ce que je perds. Et est-ce que le besoin de reconnaissance est aussi une valeur gagnante, j'ai envie de dire? Est-ce que ça rentre dans la balance, cette notion de reconnaissance de la part de sa hiérarchie, de dire voilà, tu as fait une très belle année par exemple, on te promeut ou on te met l'employé du mois pour certains collaborateurs. Est-ce que ça peut jouer ou c'est plus trop C'est très important. C'est important. La reconnaissance, le salaire, c'est aussi la reconnaissance, c'est le salaire aussi, l'augmentation de salaire. C'est ça ma valeur. Ma valeur, le salaire que je reçois, c'est la valeur qu'on me donne. Donc si je vais voir mon manager et qu'il me refuse cette augmentation, bah forcément je vais avoir envie que d'une chose, c'est de partir. Donc c'est important d'aller la chercher, cette reconnaissance. C'est-à-dire qu'on ne va pas venir vous la donner si vous n'allez pas la chercher de vous-même. Et ça veut dire une préparation, c'est savoir me montrer visible, je sais montrer mes résultats, je vais aller chercher les projets, je vais sur des gains mesurables qui me permettent d'aller chercher cette reconnaissance. Donc j'ose aussi demander une augmentation. Chez Talent, comment vous y prenez justement pour faire monter en reconnaissance et est-ce que vous donnez justement cette possibilité d'avoir une augmentation salariale? J'imagine que tous vos employés vont écouter cette émission aujourd'hui. Non, alors nous, chez Talent, on a vraiment, déjà avec la transparence des salaires qui va arriver, on a déjà pris le pli et on a déjà commencé à communiquer dessus pour avoir des grilles de salaire en fonction des postes. Il y a des évolutions possibles dans l'entreprise qui sont très claires pour que les collaborateurs sachent où est-ce qu'ils vont, où est-ce qu'ils peuvent aller, qu'est-ce qu'ils doivent faire et qu'est-ce qu'on attend d'eux pour atteindre cet objectif et pouvoir être promus. Et ensuite, on a un calendrier très clair pour les collaborateurs en juin et en décembre pour des augmentations ou promotions de postes. Et donc, c'est à ce moment-là de l'année où on a des revues de performance avec nos collaborateurs. Ils vont exprimer leurs besoins, leurs envie de formation, envie de changement de poste, etc. Et c'est là qu'on va donc les positionner soit sur la promotion, sur le slot de promotion donc du mois de juin par exemple, et donc promouvoir des collaborateurs. Arnaud? Oui, il y a effectivement, j'entends tout ce que vous dites, il y a aussi un élément de contexte, le rapport de force. Il y a les salariés qui peuvent être sollicités parce que finalement les entreprises sont en recherche de talent, et puis il y a les périodes où finalement on recherche un petit peu moins de talent. Je ne veux pas être déprimant, mais on passe d'une période de plutôt plein emploi des cadres et des diplômés à on se dirige vers une période où le chômage va remonter. Donc effectivement, est-ce qu'on va pouvoir renégocier nos salaires à la hausse dans les années à venir et avec quels arguments? Je ne suis pas très optimiste sur le sujet. C'est pour ça qu'il me semble important aussi en ce moment de peut-être travailler davantage sur le long terme avec les entreprises en disant ça va être un petit peu plus difficile, qu'est-ce que je peux négocier d'autre? Parce que le salaire, peut-être que ça va être un peu plus compliqué, alors peut-être que les années à venir seront plus simples que ce que je crois, mais est-ce qu'on a d'autres possibilités de négociation? Est-ce que ça peut être, vous évoquiez le statut, mais ça peut être effectivement le mode de vie, ou ça peut être encore une fois la formation pour aller vers des métiers auxquels on n'avait pas songé forcément et qui pourront être utiles à l'entreprise demain. Ouais, ça c'est intéressant en termes de reconversion aussi, pour être assez flexible. Quand on parle de changer de travail et de est-ce qu'il faut vraiment changer d'entreprise, on s'imagine aussi est-ce qu'il faut prouver qu'on a eu tel salaire avant? Est-ce que au niveau de la légalité, est-ce que par exemple mon futur employeur peut aller vérifier dans les références combien j'ai gagné dans mon poste précédent? C'est possible ça, ou est-ce que c'est légal déjà? Est-ce que le futur recruteur peut aller se renseigner sur le salaire précédent du collaborateur? Alors, je voudrais pas te dire de bêtises là. Ou ça, personne n'est sûr sur moi, ça? Ça ne m'est jamais arrivé, je ne l'ai jamais vu autour de moi. Ça se demande en tout cas en entretien. En entretien, ça se demande. Oui, ça c'est assez commun de demander quel était votre dernier salaire. Et en face, la personne peut dire un peu ce qu'elle veut aussi. Oui, c'est un petit peu la... mentir. On rajoute certainement quelques cas en plus. Généralement, on n'est pas... Oui, généralement, non. En général, oui, on rajoute un peu plus pour obtenir plus. En général, quand on veut changer d'entreprise, on a envie, en général, d'avoir un saut de 20% de plus sur son salaire. Et est-ce que le fait de gagner plus est vraiment la seule raison pour changer d'entreprise? C'est-à-dire que, est-ce que par exemple un collaborateur peut décider de vouloir gagner autre chose que le salaire, mais quitter l'entreprise quand même parce que dans une autre entreprise il y a plus de télétravail? Est-ce que maintenant ces autres aspects qui sont hors économique peuvent rentrer un peu dans la balance de négociation des salaires?
Ça l'est. Ça l'est. Encore une fois, si on quitte une entreprise, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on se met aussi dans une zone d'inconfort. On ne sait pas où on va aller, on a un peu peur, on ne sait pas dans quelle culture d'entreprise on va se retrouver, est-ce qu'on va avoir un manager humain ou pas, est-ce qu'on va bien s'entendre avec les autres, est-ce que je vais avoir les mêmes avantages. C'est toujours le salaire en un. Mais en deux, il y a quand même cette ambiance, c'est l'équilibre, le projet que j'ai envie d'avoir. Voilà, le projet. C'est le projet. Il ne faut pas partir uniquement pour le salaire. Et c'est déjà arrivé. Des personnes changent d'entreprise, gagnent plus 15%, 20% sur leur salaire et déchantent assez vite. Déchantent assez vite parce qu'ils regrettent l'entreprise dans laquelle ils étaient. Il y a une forme de nostalgie et le projet, il est important. Si vous êtes dans un projet familial, par exemple, où vous avez besoin de retrouver cet équilibre pro-perso, d'avoir plus de télétravail, ça rentre dans la balance. Ça, c'est intéressant aussi, parce qu'on parle aussi des salariés boomerang, c'est-à-dire ceux qui reviennent. Oui, c'est ce que j'allais dire. Souvent, il y en a qui ont envie de revenir. Oui. Est-ce qu'on peut les réaccepter, mais avec une augmentation de salaire? Par exemple, je suis partie 6 mois, 1 an, j'étais quand même beaucoup mieux payée chez le concurrent ou ailleurs, mais j'aimerais bien revenir, mais je veux quand même garder le salaire que votre concurrent m'a donné. Est-ce que c'est le risque? C'est le risque et ça arrive. Clairement, parfois, des entreprises sont prêtes à faire le pas parce qu'ils ont envie de récupérer cet employé qui était un bon collaborateur. Parce que parfois, on voit partir dans nos équipes des collaborateurs qui étaient des performeurs, qu'on a perdus pour X ou Y raison, et finalement, on va les faire revenir. Et j'ai déjà vu le cas dans plusieurs. Ça devient un petit peu, je mets sur la table tant d'argent pour que tu reviennes, ça c'est intéressant, Arnaud. Oui, je pense qu'effectivement, il y a quelques années, il y avait cette notion de loyauté à l'égard de l'entreprise. J'ai l'impression que cette loyauté, elle a changé. Non pas que les salariés soient moins loyaux ou les entreprises soient moins loyales les uns à l'égard des autres, mais je pense qu'effectivement, la loyauté a changé un petit peu de sens. Être loyal, finalement, c'est dire clairement ses objectifs, et ça peut être de la loyauté à court ou moyen terme. À moyen terme, c'est pas forcément pour la vie. Donc effectivement, on peut trouver un accord pour quelques années, et puis finalement, il y a une période de vie à laquelle ça ne correspondra pas, pour les raisons qu'on a évoquées, qui peuvent être des raisons perso, qui peuvent être, et on peut revenir ensuite. Et il y a aussi autre chose, c'est que, admettons, l'entreprise ne peut rien offrir de plus. Voilà, on ne peut pas d'argent, le télétravail c'est compliqué. Bon, est-ce qu'on peut proposer éventuellement aux collaborateurs d'avoir une petite activité à côté pour au moins lui permettre d'arrondir ses fins de mois, on va dire, avec un statut d'auto-entreprise et de faire en sorte qu'il puisse combler un petit peu ce que l'entreprise ne peut pas donner. Est-ce qu'on peut au moins donner cette liberté? Après, ça dépend, je pense, des entreprises. Il y en a qui laissent cette liberté-là. Et après, je pense que c'est à nous, en tant que manager aussi, d'accompagner nos équipes, de aussi, OK, on ne peut pas forcément cette année te donner d'augmentation parce que le budget est tendu. Cependant, travailler avec lui sur sa montée en compétences. Qu'est-ce qu'il a envie d'apprendre? Qu'est-ce qu'il a envie de développer? Est-ce qu'il y a un axe sur les formations ou développement sur lequel on peut l'accompagner et l'aider? Et on voit avec les nouvelles générations, ils ne sont pas en quête d'un salaire absolu, mais ils ont besoin de reconnaissance, d'une formation, vraiment d'un accompagnement managérial, d'une qualité de vie au travail et un équilibre vie pro, vie perso qui est très important et qui compte dans la balance. Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller, Nadia, justement, à tous ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient, et qui hésitent en fait? Est-ce qu'il faut changer de travail pour avoir son augmentation? Est-ce qu'il faut rester? Quels sont les arguments qu'on peut lui donner pour bien négocier? Alors je pense que la première chose, c'est qu'il faut être en mouvement. Ça, c'est sûr. C'est soit je vais chercher une évolution en interne. Je conseillerais de commencer à chercher une évolution en interne. Et ça, pour l'avoir, faut être visible, faut savoir se montrer, faut savoir prendre la parole, faut proposer. Faire du personal branding un peu. Faire du personal branding. C'est vrai, c'est ça qui est important. Ça commence à devenir important. C'est très important, montrer qu'on a de l'impact et qu'on est aussi un élément qui est rare et qu'on n'a pas envie de perdre. En tout cas, investir là-dessus. Et si ça ne fonctionne pas, parce qu'à partir d'un certain moment, si on a envie de progresser et d'être considéré à sa juste valeur, et sa juste valeur, ça passe par le salaire en entreprise, évidemment, à ce moment-là, si on voit que c'est pas possible, ça va lui donner envie de partir. Donc s'il faut rester, il faut miser, et sinon, aller voir ce qui se passe ailleurs. Et parfois, aller voir ce qui se passe ailleurs, on peut tout à fait rester ici et savoir ce qu'on vaut sur le marché, et ça nous aide en fait à renégocier notre salaire. Ce qui est sur celui qui ne demande pas, n'aura pas. Oui, ça c'est vrai. Est-ce qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes, Arnaud? Alors oui, il y a des différences entre les hommes et les femmes. On a fait des études récentes concernant le rapport à l'argent, et on a demandé aux actifs français les premiers mots qu'évoquait l'argent. Figurez-vous que le premier mot évoqué par les hommes, c'est liberté concernant l'argent. Ouais. Pour les femmes, c'est angoisse.
Ah oui. Ouais. Et donc à des proportions qui sont vraiment très significatives. Donc effectivement, là on parle de la population globale, mais si on rentre dans les vies de chacun, on est face aux difficultés qui sont différentes selon là où on vit, selon notre niveau de diplôme, selon les catégories sociales et selon notre genre. Parce qu'effectivement, on le sait tous, dans le travail, il y a des inégalités hommes-femmes, il y a des inégalités de salaire, il y a des inégalités de recrutement, et finalement, dans les épreuves de la vie qu'on peut rencontrer, une séparation, etc., on sait que ces éléments renforcent les inégalités hommes-femmes et que l'un des principaux facteurs de difficultés financières, c'est les séparations, beaucoup plus chez les femmes que chez les hommes. Donc effectivement, on peut se poser ces questions dans la population globale, mais rien que selon le fait d'être un homme ou une femme, on va vivre les choses différemment, puisqu'on va se dire l'argent, c'est de l'angoisse ou c'est de la liberté. Oui, Alizée, est-ce que par rapport à la transparence des salaires, est-ce que justement ces inégalités, elles vont être encore plus présentes, beaucoup moins? Est-ce que ça va justement un petit peu régler ce problème ou Non, pas? justement, ça devrait régler ce problème, puisqu'on va plus avoir un salaire basé sur si je suis un homme ou une femme, mais plutôt par rapport à un poste, par rapport à des compétences qu'on attend, etc. Donc ça va vraiment pouvoir, normalement, il devrait y avoir moins d'écart entre les salaires, et ça va permettre aux entreprises de pouvoir faire des réajustements en fonction de ces éléments. Est-ce qu'il faut avoir puisque vous êtes animatrice du podcast Skills, est-ce qu'il faut avoir des skills, des compétences particulières pour se faire valoir un petit peu plus auprès de sa direction? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, des compétences qu'on peut apprendre ou des compétences qui sont peut-être assez Alors c'est vrai que parfois la clé, c'est pas forcément le diplôme ou l'ancienneté, c'est les soft skills. Donc c'est la posture, c'est le courage, c'est oser demander. On parlait des femmes juste avant. Il y a une inégalité, mais il y a aussi une forme de responsabilité de notre part, et je parle en tant que femme, c'est à nous aussi d'oser demander, et souvent les femmes, on retrouve souvent chez femmes le syndrome de l'imposteur, de dire est-ce que je vais pouvoir obtenir ce que je veux, est-ce que c'est pas vénal de demander plus d'argent? Les femmes ont souvent ce complexe-là, de se sentir vénal. J'ai le droit de dire je le veux, je le vaux. Donc ça vient bien sûr d'un héritage culturel, on va dire. Voilà. Et donc à travers ce podcast, justement, le projet en tout cas que je me suis donné, c'est de dire je vais documenter toutes ces compétences qu'on pense innées chez les gens. Et en fait c'est ça, c'est la posture, c'est le courage, c'est oser demander, c'est la clarté d'esprit. Et ça c'est, j'ai envie de dire, c'est inestimable. Parce que c'est comme ça qu'on investit sur soi, et c'est comme ça qu'on peut aller obtenir ce qu'on veut. Souvent, quand on est fidèle à son entreprise, et ça a fonctionné auparavant, c'est de dire je suis fidèle, donc ça payera. C'est plus le cas aujourd'hui. Alizée, vous confirmez? Oui, je confirme tout à fait. C'est important que les collaborateurs aient confiance en eux, et surtout les femmes, qu'elles puissent oser demander. Et c'est aussi aux managers parfois d'aller peut-être un petit peu aussi les stimuler là-dessus et les accompagner. Moi, c'est vrai que dans notre entreprise, on essaye d'être équitable le plus possible et de donner la chance un petit peu à tout le monde. Et je trouve que c'est important aussi aux entreprises de faire l'effort d'aller aider les femmes, en tout cas sur ces différences de salaire. Comment peut-on faire pour, alors là je fais un petit peu l'avocat du DRH, pour retenir un talent, pour pas qu'il aille ailleurs tout de suite, même si aujourd'hui on dit qu'il ne faut pas retenir les talents, mais on sait très bien quand on a un très bon, un bon élément, on n'a pas trop envie de le laisser partir. À l'inverse, quels sont les arguments qu'on pourrait peut-être donner au DRH pour justement les retenir, si ce n'est que le salaire? Est-ce qu'il y a des arguments par rapport plutôt à l'humain? Est-ce qu'on va rentrer plus dans l'humain, ou est-ce qu'on va plutôt peut-être lui dire ton travail sera allégé grâce à l'intelligence artificielle qui arrive, tu peux l'utiliser? Comment on fait pour vraiment apprendre à retenir un talent, selon vous? Arnaud, une petite idée? J'aurais tendance à dire pas de fausses promesses. C'est surtout ça, parce qu'il me semble que les départs sont quand même souvent basés sur des déceptions. Donc éviter la future déception. Déjà, pas de fausses promesses. Parce qu'on part aussi par rapport au manager. Et aussi, parfois on reçoit une mauvaise entente. On dit qu'on arrive pour un projet, mais on quitte aussi une entreprise par rapport à une mauvaise entente avec le manager. Donc il y a aussi des gestions des conflits à gérer. Oui, tout à fait. Il y a des questions de gestion de conflits. Après, effectivement, ça dépend des configurations d'entreprise. Mais moi, il me semble avoir beaucoup entendu et beaucoup vu dans des études, effectivement, des gens à qui on avait promis plein de choses, que ce soit en termes d'évolution, de salaire, d'évolution du poste. Et puis finalement, ça tarde à arriver. Parfois pour des bonnes raisons, parce que c'est difficile et que c'est long à mettre en place. Mais du coup, ça génère des déceptions qui n'auraient pas été générées si on n'avait pas fait ou des fausses promesses, ou si on avait fait un planning plus réaliste de l'évolution. Et ça, justement, ça risque de ne pas rendre le collaborateur boomerang. Là, il part pour de bon. Et c'est ça, en fait, le risque quand il y a des fausses promesses. C'est le risque des fausses promesses, ou encore une fois, des promesses, c'est pas qu'elles ne sont pas tenues, c'est qu'elles sont trop lentes à être mises en place.
Comment on peut conseiller aujourd'hui ceux qui se disent, voilà, moi j'ai envie effectivement de gagner plus. Pour moi, c'est la liberté, pas que un problème. Je pense pas que toutes les femmes se disent que ce soit un problème. Alors, je sais pas combien il y a de pourcentage, mais je sais pas qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ces statistiques. Vous pensez que c'est de la liberté ou c'est un problème, l'argent ? Ça dépend pour qui, c'est une question d'éducation. Pour certaines personnes, l'argent, c'est une forme de liberté. Pour d'autres, c'est la sécurité. Il y en a qui vont faire très très attention et vont pas vouloir dépenser parce que c'est une forme de sécurité, puis d'autres qui ont besoin de cette liberté. Et pour d'autres, ça peut être une angoisse. Moi, je pense que ça dépend de l'éducation qu'on a reçue. Vous explorez aussi les leviers humains d'une carrière épanouie. Pour vous, c'est quoi une carrière épanouie ? Pour moi, une carrière épanouie, quand on travaille dans une entreprise, c'est d'avoir un alignement au niveau de ses valeurs, c'est-à-dire les valeurs que je porte et les valeurs que porte mon entreprise. Là, on est vraiment sur le même terrain de jeu, c'est-à-dire qu'on peut avoir des mésententes, on peut avoir des petites frustrations, mais on reste quand même dans un cadre qui est OK pour nous. Donc ça, il y a les valeurs. Et ensuite, pour rebondir aussi sur votre question qui est juste avant, c'est retenir les talents et donc être épanoui, c'est d'être dans sa zone de plaisir. Ma zone de plaisir, c'est là où j'ai un talent, pas une compétence. On a décelé en moi ce talent et parfois j'ai pas encore la connaissance suffisante de moi-même et je peux attendre de mon manager à ce qu'il vienne détecter ça chez moi, où il voit en fait que j'ai quelque chose de plus que les autres. Et là, je vais me former, là je vais monter en compétence sur un talent que j'ai dans ma zone de plaisir. Et c'est ça en fait, c'est ça qui fera par rapport à l'augmentation de salaire, c'est ça en fait, c'est là où je sens que j'évolue, où là je sens que je progresse. Et si mon entreprise me permet de grandir, je peux me dire, je peux peut-être gagner 10% de plus ailleurs, mais je préfère rester. C'est quoi le mieux quand même ? Là, vous disiez justement le mouvement, mais dans l'absolu, sur toutes les personnes que vous interviewez, que vous avez déjà rencontrées, on est plus satisfait quand on est augmenté, mais on reste dans l'entreprise, on a cette reconnaissance et donc cette augmentation de salaire, ou quoi qu'il arrive, c'est toujours mieux de bouger ? Le plus important, c'est de sentir qu'on évolue et qu'on progresse et qu'on est reconnu à sa juste valeur. Si la question qu'on se pose, suis-je reconnu à ma juste valeur, et que la réponse est non, c'est que forcément, on va partir. C'est comme ça aussi que vous gérez un petit peu ces talents que vous les retenez. Oui, complètement. Et après, il y a aussi, au-delà du salaire, il y a aussi un alignement personnel pour la personne. Certaines personnes, ils vont être, leur moteur, ça va être l'argent. D'autres, ça va être la reconnaissance. D'autres, ça va être l'accompagnement, la formation, leur manager qui va leur apporter quelque chose. Donc, c'est aussi écouter les collaborateurs et essayer de déceler en tant que manager qu'est-ce qui est important pour ce collaborateur, celui-ci, etc. Et donc, on ne retient pas forcément, parfois, le budget n'est pas là. Donc j'ai d'autres leviers parce qu'en fonction des personnalités de mes collaborateurs, je vais pouvoir les actionner. En fait, c'est détecter le talent caché, en fait. C'est détecter ce potentiel. Ouais. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des points réguliers avec ses collaborateurs sur le développement personnel de ses collaborateurs et pas uniquement sur juste ce qu'on fait au quotidien, sur son travail et ses missions quotidiennes. En tout cas, moi, j'aime bien faire ça une fois par trimestre avec eux, pouvoir faire un rendez-vous sur le développement personnel. Où est-ce qu'on en est, qu'est-ce que tu as envie de développer, est-ce que tu as fait ça le mois dernier, etc., pour pouvoir avancer et leur apporter cette partie. Développement personnel, c'est assez controversé. Parfois sur LinkedIn, on se fait tous un peu attaquer avec ça. Certains disent que c'est complètement inutile, alors que tous, à titre individuel, on sait très bien que c'est très utile. Que dit notre sociologue Arnaud par rapport à ça ? Est-ce que le développement personnel est l'une des clés pour à la fois gagner plus, se sentir plus épanoui, être plus aligné entre ce que l'on souhaite et ce que l'entreprise peut nous offrir ? Ou est-ce qu'il ne faut pas trop regarder parce qu'on rentre dans une période de chômage et donc il faut un peu prendre ce qui vient ? Non, alors je dirais jamais qu'il faut un peu prendre ce qui vient parce qu'effectivement il faut être vigilant et encore une fois on passe suffisamment de temps au travail pour y prendre du plaisir. Je pense que c'est important d'évoquer ces notions de plaisir parce que voilà, on y passe du temps. Donc quand on a le luxe de pouvoir effectivement y prendre du plaisir, ne nous gênons pas. Pour autant, effectivement, le développement personnel, je pense que c'est important de se dire qu'on ne peut pas tout attendre de son travail et de son entreprise. Et ça me paraît fondamental. Il y a forcément des frustrations. Il y a forcément des moments sur lesquels des zones sur lesquelles on ne va pas se sentir assez reconnu. La question, c'est est-ce que globalement, je m'y retrouve ? J'ai un bon alignement, vous l'avez évoqué toutes les deux, entre mes valeurs, mes aspirations et ce que je peux faire. Et puis, est-ce que je me projette là où je suis ? Donc, il y a cette question d'alignement, il y a cette question d'aspiration. Et vous avez évoqué quelque chose tout à l'heure qui me paraît vraiment fondamental, c'est de se dire, si on a la possibilité
d'avoir un complément en étant auto-entrepreneur sur quelque chose qu'on aime faire mais qu'on ne peut pas faire dans son entreprise, très bien. Et pour moi, l'aspect développement personnel, ça passe aussi par là. Oui. On ne peut pas attendre tout d'un travail. Donc si on a d'autres aspirations, rien ne nous empêche de le développer ailleurs, à l'entreprise d'être assez intelligente pour qu'elle laisse la personne faire. Et je pense qu'effectivement, à partir du moment où c'est pas une activité concurrente ou qui pose des questions éthiques, c'est formidable de pouvoir avoir des salariés qui font autre chose en même temps. Oui, parce que ça reste finalement du mouvement aussi. Même si il n'est pas physique, c'est-à-dire le collaborateur ne quitte pas l'entreprise, mais il fait sa petite activité ailleurs, ça reste une forme d'épanouissement et ça vient enrichir finalement les compétences aussi du collaborateur. Pour le mot de la fin, il nous reste 1 minute. Si vous deviez avoir un seul mot à dire à ceux qui nous écoutent pour oser le changement, pour gagner plus, ce serait quoi, Alizée ? Je dirais, c'est de la transparence entre le manager et le collaborateur pour pouvoir être épanoui en entreprise. La transparence. Nadia? Pour moi, changer de job pour gagner plus, c'est une option, mais pas une obligation. Le plus important, c'est de répondre à la question « Est-ce que je suis payée à ma juste valeur ?» Et la réponse, c'est d'être en mouvement. Il faut aller le chercher, pas subir en tout cas. Ok, très bien. Arnaud? Alors moi j'ai tendance à opposer la notion de transparence à celle de clarté. Je préfère un petit peu la notion de clarté, de se dire voilà, transparence ça veut dire tout dire et donc pour moi c'est le règne du malentendu lorsqu'on dit tout. Pour moi il y a plutôt ce côté qu'est-ce qu'on va pouvoir se dire, qu'est-ce qu'on va pouvoir anticiper. Et c'est pour ça anticiper c'est de la clarté, c'est poser des jalons, c'est dire ce qu'on a envie de faire et ce qu'on va être capable d'accepter, de ne pas accepter. Donc moi j'aime bien cette notion de clarté. Voilà, clarté, transparence, mouvement et oser surtout. Merci infiniment pour cet échange. C'est la fin de cette émission. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission Talent et Carrière sur le Figaro TV.